See the money won't stay for you. Getting all the piece of pie for your wife. Everybody wanna know how it feels. Everybody wanna see what it's like. Living in a big house, I don't mind. Me and Missy is so what's the best of making money? Alright. Greenback Boogie. Bonjour et Bonjour bienvenue et dans Legal bienvenue dans Club les gars Sandwich, votre rendez-vous pour passer un bon moment et découvrir des sujets qui vous passionnent, qui nous passionnent dans une ambiance détendue. Et je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Célia Sangère-Loisil, cofondatrice du réseau Comet. Célia, comment ça va? Bonjour Audrey, eh ben, ça va très bien, je suis ravie d'être parmi vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et comme vous le savez, je ne suis pas seule pour être présentatrice de cette émission, puisque je suis accompagnée de deux merveilleux chroniqueurs sans qui rien ne serait possible. J'ai nommé Pierre Landy, le master du leadership, et Linia Le Sauvage, la star de la prise de parole en public. Pierre, comment est-ce que tu vas aujourd'hui? Eh bien, écoute, je vais très très bien. J'ai eu quelques soucis techniques, mais ils semblent avoir été réparés. Donc, je suis en pleine forme. Merci beaucoup. Et de quoi tu vas nous parler aujourd'hui durant ta chronique? Eh bien, aujourd'hui, je vais vous expliquer comment travailler sous pression. Et ce qui, compte tenu de l'enregistrement d'aujourd'hui, je pense qu'on est en plein dans le thème. Je pense que oui, et c'est peut-être que tu aurais dû faire la chronique avant de commencer l'émission. Ça nous servira pour plus tard. Merci Pierre. Et Lindia, comment est-ce que tu vas aujourd'hui? Bah, ça va bien, je vois qu'on commence avec beaucoup d'humour, donc c'est bien parti, il me semble. Et le thème de ma chronique aujourd'hui, c'est pourquoi les dirigeants parlent trop et comment parler moins, mais mieux. Eh ben, j'ai hâte d'écouter vos chroniques à tous les deux. Merci beaucoup. Célia, on revient à toi, qui est notre invitée. Déjà, je te remercie et je te rassure, tout va très bien se passer, même si nous avons l'air très très détendu, peut-être un petit peu trop, parce que tout le monde était en retard. Il y a eu plein de sujets. Un jour, on fera un bêtisier des coulisses de l'émission, et je pense que, enfin, je ne sais pas si on le fera, parce que ça vous ferait peut-être un petit peu peur, mais il se passe 10 milliards de choses avant qu'on appuie sur le bouton enregistrer. En tout cas, Célia, revenons à toi avec un petit peu plus de sérieux, même si on reste évidemment détendu. J'aimerais bien que tu nous partages le message que tu souhaites faire passer aujourd'hui. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, on va parler networking et surtout, oser networker. Le networking, c'est quelque chose qui, en France notamment, est encore vu, je trouve, parfois comme un gros mot, péjorativement. Et donc c'est, comment, dépasser ses freins, oser networker et puis surtout, changer sa vision du networking, ne plus voir ça comme une approche transactionnelle, mais essayer d'aller vers quelque chose qui soit beaucoup plus, des connexions humaines. Merci Célia, on a hâte d'en savoir plus. Et est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter à nos auditeurs? Avec plaisir. Alors, je suis Célia Sangère-Loisil, j'ai 36 ans, je suis la maman de 2 petites filles et j'ai un parcours, juridique aussi à la base. J'ai eu une première vie en tant que juriste en entreprise. Pendant quelques années, j'ai fait du droit des affaires, des fusions-acquisitions, dans l'industrie aéronautique et ensuite je suis partie m'installer aux États-Unis où j'ai découvert, notamment l'approche anglo-saxonne du networking que j'ai adorée. J'étais community lead pour la French Tech New York et c'est à New York que j'ai rencontré, mes associés avec qui j'ai cofondé Comet. Donc Comet qu'on a monté, en rentrant en France il y a presque 5 ans maintenant. Merci. Alors, peut-être que tu peux nous raconter, Célia, ce qu'est Comet et comment tu as eu l'idée de créer ce réseau. Alors Comet, c'est à la fois un programme de développement du leadership et un réseau professionnel pour les femmes leaders. Donc on s'adresse volontairement exclusivement à des femmes, désolée Pierre, des femmes qui sont sur des postes à responsabilité, donc des postes de management, des postes de direction, et on leur crée, un board personnel, hein. C'est un concept de board of advisors personnel. L'idée nous est venue des États-Unis. On s'est beaucoup inspiré de ce qu'on a adoré à New York et des vrais groupes d'entraide, notamment entre femmes leaders. Et du coup, ce sont des cercles, concrètement, c'est un cercle
interentreprises. Donc, on met ensemble des femmes d'entreprises différentes qui ont des enjeux similaires chacune dans leur entreprise respective, qui peuvent se sentir un peu seules dans leur prise de décision au quotidien et qui partagent entre elles des bonnes pratiques. On s'appuie sur la technique du co-développement pour faire émerger toute l'intelligence collective du groupe. Donc, c'est des vrais groupes d'entraide entre femmes leaders où elles partagent des retours d'expérience. Elles se soutiennent, elles se tirent les unes les autres et elles s'aident à avancer pour continuer à avancer dans leur trajectoire professionnelle, éviter certaines erreurs et puis développer leur réseau, mais un vrai réseau dans le sens noble, c'est-à-dire des personnes voilà, qu'elles connaissent, sur lesquelles elles peuvent vraiment s'appuyer et compter, et réciproquement. Et aujourd'hui, pour faire un petit point, on accompagne, depuis le début de Comet, on a accompagné plus de 500 femmes. Et l'idée, pourquoi les femmes, enfin, qu'est-ce qui t'a amené à ça? Parce que nous, avec Audrey, alors évidemment, tu parles ici à des experts du réseau, parce qu'avec Audrey, on a cofondé le Fleet Network pour French Lawyers in Tech, un réseau des juristes de la tech. Et la genèse, on s'en souvient, c'était à l'occasion d'un podcast qu'on a eu avec Audrey, et l'idée nous a émergé comme ça. Mais toi, c'est venu comment? D'un constat. Avec mes associés, on a toutes fait voilà, des constats différents, mais des prises de conscience que aujourd'hui encore, là on se parle, on est en 2025, mais plus on monte dans la hiérarchie, moins il y a de femmes autour de la table. C'est encore une réalité parmi les membres Comet. Beaucoup sont les seules co-dire, COMEX de leur entreprise. Quand elles sont deux, allez, trois, c'est franchement le maximum. Donc c'est voilà, comment faire en sorte qu'il y ait plus de femmes sur ces postes de direction, qu'elles se sentent bien entourées, qu'elles aient tout le support système dont elles ont besoin pour rester sur ces postes. Et du coup, ne pas switcher non plus. On a le phénomène des fois de personnes qui arrivent sur des postes de direction et qui n'y restent pas. Donc faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de femmes et qu'elles s'y sentent bien, qu'elles aient envie d'y rester. Et parce que nous, c'est quelque chose qu'on a vu avec Audrey au départ. Maintenant, cette sélection ne se pose plus, mais que les gens, lorsqu'ils rejoignent un réseau, ils ont un peu l'impression d'être en posture de quémandeur. Donc, on vient chercher quelque chose, please, please, acceptez-moi, ou je viens dans le réseau parce que j'ai quelque chose à demander, etc. D'où ça vient ce frein, selon toi? C'est exactement ça. Trop souvent, je trouve que le networking est vu avec une approche transactionnelle. Et justement, on a l'impression que si on développait son réseau, ça veut dire se retrouver dans cette posture de quémandeur. Et en fait, c'est souvent lié à un sentiment d'urgence. C'est parce qu'on développe son réseau trop tard, quand on en a besoin. Donc typiquement, quand on se retrouve en transition professionnelle. Et là, on est dans cette posture qui est assez inconfortable, où on a l'impression d'aller demander quelque chose à quelqu'un et que ça va que dans un sens, en fait. Et tout l'enjeu du networking, pour moi, c'est de passer de cette approche transactionnelle à une approche relationnelle. On va chercher à créer une vraie relation avec les gens, des vraies connexions. Et donc ça s'instaure sur du long terme. En fait, c'est des relations durables dans le temps qu'on développe, qu'on entretient, et qui font qu'on ne se retrouve pas dans cette situation d'urgence qui va nous mettre mal à l'aise, mais qu'on est dans un vrai partage qui soit dans les deux sens. Et justement, ce côté réciproque du coup de partage, est-ce que tu pourrais nous décrire comment ça fonctionne concrètement? Parce que c'est vrai, quand on pense réseau, il y a beaucoup de gens qui le disent, même si là, pour le coup, tu parles en terrain conquis avec Pierre, Lydia et moi. Maintenant, il y a encore des gens qui ont peur, en fait, soit en effet de développer du réseau, ils savent pas trop parce qu'ils pensent qu'ils vont être en mode quémandeur et ça va pas leur plaire. Il y a des gens aussi, moi j'ai rencontré qui ont développé un réseau naturellement et au moment où ils en ont besoin, mais ils n'osent pas faire appel au réseau. Donc comment on arrive en fait à ce côté réciproque justement, comment tu peux décrire ça et comment ça se manifeste concrètement quand on fait du networking? Alors je crois que la loi de la réciprocité, c'est la loi numéro 1 du réseau. C'est justement dans une générosité, sans attente de retour. C'est vraiment chercher à donner avant de recevoir. Et je crois qu'il faut vraiment toujours avoir ça en tête. C'est comment est-ce que je peux t'aider? Qu'est-ce que je peux t'apporter? Et donc construire une vraie relation avec les personnes où on cherche avant tout à voir, comment nous on va pouvoir les aider avant de leur demander de l'aide. Et donc ça change complètement l'approche parce que si on a cette réciprocité, vous êtes autant là pour aider les personnes de votre réseau que les personnes de votre réseau vont être là pour vous aider. Vous êtes ensuite beaucoup plus à l'aise pour leur demander un soutien, un conseil, un contact.
quand vous, spontanément et assez naturellement, vous le faites aussi, pour eux. Donc c'est vraiment cette générosité et ça va dans les 2 sens et voilà, quand on parle de donner avant de recevoir, ça peut être aussi bien, donner un conseil, partager un parcours, donner un contact de son propre réseau, partager un article, une information sur une conférence qui peut intéresser la personne. Ça peut être aussi être connecteur, c'est soit même mettre les gens spontanément en relation parce qu'on pense qu'ils devraient absolument se parler. Ça prend plein de formes différentes, mais il faut vraiment avoir cette approche de, voilà, je développe mon réseau avant tout pour apporter de la valeur aux gens, pour les aider. Et donc ensuite, le jour où moi j'en ai besoin, c'est beaucoup plus facile, de les activer En et de les fait, solliciter. c'est amusant ce que tu dis parce qu'avec Audrey, on avait fait un livre blanc avec notre partenaire Tomorrow sur 5 conseils pour bien réussir sa carrière professionnelle en 2025. Et un des éléments qu'on avait évoqué avec Audrey, c'était l'importance de créer un réseau. Et du coup, je relisais là pendant que tu parlais ce qu'on avait dit. Et il y avait un énorme bloc sur donner avant de demander. Et du coup, pour les juristes qui nous écoutent, bah, des exemples très concrets, ça pourrait être partager un modèle type de contrat que vous avez, que vous anonymisez évidemment, mais que vous pouvez partager avec un autre juriste. Ça peut être proposer une mise en relation avec une personne de votre réseau qui peut être intéressante pour vous en tant que directeur juridique ou qu'avocat. Ça peut être justement donner le contact d'un bon avocat avec qui vous avez une super expérience. Voilà, donc en fait, c'est pas le réseau et se donner avant de demander quelque chose. En fait, ça s'applique à toutes les professions. Et là, vous voyez, on vient de le décliner pour les juristes. Exactement. Merci Célia. Ce que je propose, c'est de faire une petite interruption, et non des moindres, parce qu'on va passer à la chronique de l'India, pour le coup. Donc Célia, on revient à toi juste après la chronique de l'India, donc ne nous quitte pas s'il te plaît, reste là. Et du coup, Pierre va nous lancer le jingle, pour lancer cette chronique. Tu es en mute, Pierre, du coup. Nous J'étais n'entendons en train de dire, Pierre, qu'il y a des tas de problèmes techniques aujourd'hui et va meubler tout en vous disant que le soleil a été revenu, mais pas si longtemps que ça. Mais on espère qu'il va revenir. Je meuble Non, mais et on je va meubler meuble. pour toi. Et On va voilà, meubler c'est pour parti. pourquoi les dirigeants parlent trop et comment parler moins, mais mieux. Alors, il y a un phénomène que j'observe tous les jours dans mes accompagnements pour donc les dirigeants, les experts ou les juristes. Ils parlent trop. Et je vais vous dire quelque chose, ils ne parlent pas trop par ego, ils parlent trop par responsabilité. Ils veulent être clairs, être complets, être utiles. Alors ils ajoutent, ils précisent, ils argumentent et à la fin, le message se dissout. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de cette tendance très française d'ailleurs, très juridique, très expert et à vouloir tout dire. Et de ce qu'on peut faire, nous, ensemble, pour parler moins, mais mieux. Alors pourquoi déjà les dirigeants parlent trop? Pour trois raisons fondamentales que je retrouve vraiment dans 90% de mes coachings. Le premier, c'est la pression de la précision, surtout dans les métiers, notamment techniques ou les métiers du droit. On veut éviter les ambiguïtés, on veut être irréprochable, on veut donner toutes les nuances. Donc le problème, c'est qu'à force de vouloir trop bien faire, on perd l'essentiel. La deuxième raison fondamentale, c'est la peur d'être incomplet. Beaucoup m'avouent, si je dis moins, j'ai peur qu'on m'accuse de manquer de vision ou autre. Non, non, dire moins ne signifie pas penser moins. Dire moins, c'est dire juste. Troisième raison, c'est la croyance que parler beaucoup, c'est convaincre. Eh bien non, là c'est encore une fois une belle erreur et sans doute la plus répandue. Le cerveau humain ne retient pas ce qui est long. Il retient ce qui est clair, ce qui est incarné, ce qui est structuré et rythmé. Alors, comme j'entends Audrey dans l'oreillette me dire on veut des exemples, eh bien en voici un, Audrey, un premier. Je pense à un dirigeant que j'ai coaché pour un comité récemment.
son premier réflexe, un comité assez tendu qui se préparait, son premier réflexe, c'était d'arriver avec 15 minutes d'intro, 17 slides et tous les scénarios possibles. Donc, il voulait être super béton, sauf que dans un comité, après 2 minutes, tout le monde décroche. Donc, nous avons condensé son message en une seule phrase. Voici les 3 risques majeurs qui vont conditionner nos choix cette année et ceux que je recommande pour chacun d'entre vous. Résultat, le comité l'écoute, il installe le cadre et il gagne du temps pour les questions vraiment importantes. C'est ça, parler moins, mais mieux. Deuxième exemple, Audrey, je t'entends. Un autre exemple, une directrice juridique qui devait négocier une clause plutôt sensible. Elle arrive avec 10 arguments, alors excellents, mais trop nombreux et trop techniques. Donc, on a retravaillé avec un seul point d'entrée, ce qui conditionnait tout. Si on accepte cette clause telle qu'elle, on crée une obligation impossible à tenir, Pierre Landi, ni opérationnellement, ni réglementairement. Donc, on va commencer par sécuriser ça. Là, la négociation a changé de ton, le message est devenu audible et la crédibilité instantanée. Moins de mots, plus d'impact. Et enfin, un troisième exemple, un manager qui anime une équipe qui peut être hybride d'ailleurs. Certains d'entre vous se reconnaîtront. Il veut être pédagogue, il veut être inclusif, précis, et puis résultat, 20 minutes d'introduction avant même d'aborder le sujet concret. Donc, il sent que les gens décrochent, il ne comprend pas pourquoi. On a travaillé à ce moment-là une autre approche. Voici ce qu'on doit décider ensemble aujourd'hui. 2 points opérationnels, 1 point d'organisation et 1 risque à trancher. On y va? Le timing est passé de 20 minutes à 6 minutes. L'engagement de l'équipe a été multiplié par 3. Il avait simplement besoin d'un cadre et d'un rythme. Alors, pourquoi ça marche? Je pense que Célia va être très intéressée également. Pourquoi ça marche, Célia? Parce que parler moins, ça augmente l'impact. Parce que le cerveau retient 3 messages, pas 10. C'est une limite biologique, c'est pas intellectuel. Deuxièmement, parce que la densité, elle crée de l'attention positive. Quand vous donnez peu mais fort, le cerveau reste attentif. Troisièmement, Pierre, parce que réduire crée un effet leadership. Dire l'essentiel, c'est maîtriser les enjeux et puis c'est montrer une vision. Quatrièmement, Audrey, parce que parler peu, c'est laisser aussi la place au dialogue. Et une parole qui circule vaut mieux qu'un discours qui défile. Enfin, les outils que je donne aux dirigeants pour parler moins mais mieux, il y a une règle de 3, c'est la règle des 3 messages, pas 4, pas 5, 3. Le reste, en fait, ça se met en annexe. Une phrase d'ouverture qui annonce le cadre. Voici les 3 décisions que nous devons prendre. Voilà ce qui a changé depuis la dernière fois. C'est un point financier, un point juridique et un point opérationnel. Troisièmement, une conclusion qui coupe le superflu. Si vous devez retenir une seule chose, c'est ceci. Et puis enfin, des silences assumés. Le silence n'est pas un vide, c'est un outil d'impact. Donc, pour conclure cette chronique, parler moins, c'est un acte de leadership. Ce n'est pas se brider, ce n'est pas perdre du contenu, ce n'est pas s'appauvrir. Au contraire, c'est clarifier, diriger, rassembler, décider et puis laisser respirer l'intelligence collective, comme tu l'as mentionné tout à l'heure, Célia. Un dirigeant qui parle moins mais mieux envoie un message puissant. Je maîtrise, je priorise et je fais confiance. Et c'est ça qui fonctionne et c'est ça que les équipes sentent immédiatement. Merci à tous pour votre écoute. Alors moi, Merci beaucoup, pardon. Lyndia. Je voulais dire parce qu'en fait, Audrey, elle termine souvent par des citations. Et là, j'avais envie d'en dire une. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Et les mots pour le dire arrivent aisément. Merci, Pierre. J'ai fait mon Audrey aujourd'hui. J'ai fait mon Audrey. Et c'était Nicolas Boileau pour les experts.
Oui, bon, bah, faut pas trop m'en demander. J'ai sorti une Et c'est déjà citation. pas mal, c'est déjà pas J'ai mal. déjà Tu sorti une balances. citation de mon chapeau. Est-ce qu'on Ouais. pourrait Bravo Claire, je suis fière de toi. citer Alors, euh, si on dis-moi, revient Audrey. à l'interview de Célia, moi j'avais quelques questions avant cette chronique. Célia, évidemment, dans tous les réseaux dont on entend parler, il y a des spécificités. Je voulais comprendre en fait quelle était la spécificité chez Comet. Notamment, tu parlais de 500 membres aujourd'hui. Alors, comment vous faites pour les réunir? Est-ce que tu parlais également de co-développement? Est-ce que vous réunissez en fait des petits groupes, des sessions en présentiel, des petits déjeuners, voilà, je veux tout savoir. Je vais essayer de parler peu, du coup, je retiens la leçon. Mais clairement, Mais clairement. Nous, ce qu'on aime chez Comet, c'est les petits groupes, parce que je trouve que c'est, moi, je trouve que c'est le moyen le plus efficace, de créer des vraies relations humaines, entre les personnes et d'avoir justement cette réciprocité. Parce que dans le networking, le plus important, c'est pas qui on connaît, mais qui nous connaît nous, donc que les personnes nous aient bien identifiés. Et notre spécificité, c'est vraiment l'apprentissage entre pairs. Euh, Échange de conseils, de bonnes pratiques entre pairs et de toute façon, un niveau de responsabilité. On ne peut pas faire l'impasse du réseau, du networking et voilà, sur les postes de direction, c'est 80% des postes qui sont pourvus grâce au réseau. Donc, on ne peut pas faire cette impasse. Les gens en prennent conscience des fois un peu tard dans leur carrière, mais voilà, la richesse de l'apprentissage entre pairs, c'est ce qui nous permet de continuer à avancer et à apprendre, à se développer tout au long de sa carrière, de sa trajectoire professionnelle. Et en petit groupe, c'est aussi ce qui est vraiment, moi, je trouve, le plus efficace. donc, en présentiel, j'imagine, ou... On fait un mélange de présentiel et de distanciel pour avoir le meilleur des deux mondes. Ok, très bien. Merci Alors, beaucoup. bon, ok, donc j'ai bien compris maintenant. J'ai écouté Célia, j'ai écouté Audrey, Linda, je me suis auto-écouté. Ok, il faut que je fasse du réseau. Mais je suis un peu timide, je ne l'ai jamais fait, je débute. Célia, je commence par quoi? Est-ce que tu aurais des tips simples à donner à nos auditeurs pour quelqu'un qui n'a jamais vraiment fait de réseau et qui se dit, après nous avoir écouté, OK, je me lance. Alors, jamais, jamais. Voilà, quand on démarre, déjà, travailler son intention. C'est quoi son objectif? Pourquoi est-ce qu'on veut réseauter? Pourquoi est-ce qu'on veut développer son réseau? Ça nous permet aussi de savoir, du coup, quelles personnes, on va aller, chercher à rencontrer, avec lesquelles on va vouloir connecter. Donc ça, c'est vraiment l'objectif numéro un. Et puis, avant ça peut faire peur, hein, de se dire: «Voilà, par où je commence? Je dois développer mon réseau». Donc commencer par entretenir son réseau. Donc, on a tous un réseau, on a tous des contacts, des collègues, des anciens collègues, dans son cercle, même personnel, du club de tennis ou tout ce qu'on veut. Et du coup, voilà, entretenir le lien avec ces personnes, prendre des nouvelles, relancer, chercher à les rencontrer. On dit souvent que le réseau a une mémoire de 6 mois. Donc ça veut dire déjà, quand on dit entretenir son réseau, ça veut dire voir les personnes 2 fois par an, prendre des nouvelles et leur proposer alors ce qu'on veut, un café, un coup de téléphone, un déjeuner. Et puis, ça peut être aussi rejoindre un réseau professionnel, qui est un formidable accélérateur pour développer son réseau justement. Et donc ça se fait par affinité en cherchant un réseau avec des personnes qui nous ressemblent, en tout cas avec lesquelles on a aussi envie de se projeter et de passer du temps. Et je me permets de rebondir, c'est que là tu dis que souvent les changements de poste se passent par le réseau, je ne peux que confirmer. Moi, mon pire concurrent, ce n'est pas forcément les concurrents autres cabinets de recrutement, même s'ils le sont, mais c'est aussi le réseau de chacun d'entre vous, en fait, si vous nous écoutez, que vous êtes juriste. Il y a beaucoup de choses qui se passent en effet par le réseau et pas forcément par chasseur, même si ça m'arrangerait que ce soit un petit peu le contraire. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se passent comme ça. J'appuie pas plus alors Audrey, je veux pas. Non, 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 au contraire, non, tu parles à trois personnes complètement convaincues que le réseau est primordial, donc rassure-toi là-dessus. Et tu parlais du prof de tennis. Moi, j'ai une petite histoire que j'ai déjà racontée dans le Legal Club Sandwich, mais que j'aimerais repartager parce que c'est vraiment à propos. Je sais pas si vous vous souvenez, Pierre Ndiaye, j'en avais parlé. Moi, c'était mon ancien gardien d'immeuble qui m'avait dit que sa femme était juriste, mais longtemps après, j'avais jamais pris le temps de discuter de ça avec lui. Et forcément, je lui avais dit, ah bah attendez, si elle a besoin d'un juriste, besoin de bouger, donnez-lui mes coordonnées, parce que je la croisais jamais, je le croisais plus lui. Et un jour est arrivé où en fait, longtemps après même avoir quitté l'appartement, elle m'a appelé et elle m'a dit, je vous appelle de la part de mon mari. Le temps que je remette, je me suis dit, pourquoi, qui est son mari? Et je me suis rendu compte que c'était en fait mon ancien gardien d'il y a très longtemps. Et en fait, elle m'avait appelé
pour changer de poste et ensuite la remplacer dans son poste de responsable juridique. Comme quoi, même avec son gardien, c'est possible de faire du réseau. C'est ce que je Carrément voulais sortant les partager. poubelles, ça marche aussi. C'est ça. Et j'en me permets d'enchaîner avec une question justement. Bon là, on a parlé de pro de tennis, on a parlé du gardien d'immeuble pour le coup. Il y a aussi d'autres moyens de faire ça. Mais tu dis voilà que souvent, je sais Célia, que tout le monde a un réseau et tu viens aussi de nous le dire, même sans s'en rendre compte en fait, ce que ça. Pour beaucoup, c'est aussi un gros mot encore, même avec tout ce que tu as dit, qui à mon sens est très convaincant. Donc comment est-ce que tu peux développer un réseau concrètement par quoi? Donc tu commences, tu nous en as parlé, mais comment on poursuit après? Quelles sont un peu les actions concrètes à faire? Mmh. Hem, ton réseau, c'est déjà enfin, toutes les personnes que tu connais et qui te connaissent. Du coup, il faut que ça soit dans les 2 sens, hein. C'est pas juste quelqu'un qu'on a identifié, mais qui a jamais entendu parler de nous en retour. Et puis après, c'est toutes les personnes, avec qui tu vas pouvoir entrer en contact, grâce aux personnes que tu connais et qui vont pouvoir te mettre en relation. Donc c'est l'effet, c'est les fameux cercles, le premier cercle, le deuxième, le troisième. Et l'objectif du networking, c'est de chercher à élargir ces cercles et d'aller toucher les deuxièmes, troisièmes. On dit souvent qu'on trouve son job au sein du troisième et du quatrième cercle. Donc, aller rencontrer quelqu'un qui va vous faire rencontrer quelqu'un qui va vous faire rencontrer la bonne personne qui va vous offrir votre prochaine opportunité professionnelle. Et donc ça, c'est commencer justement par les personnes qu'on connaît et puis leur demander, enfin tout simplement à la fin d'un café, d'un déjeuner, voilà, une fois qu'on a partagé son intention, son objectif, on revient au point précédent qui était la première étape. Qui est-ce que je devrais parler à ton avis? Voilà, est-ce que tu as 2 personnes, 2 contacts à me recommander? Le conseil du 2 contacts, c'est quelque chose qu'on m'avait donné et qui marche très bien. Et donc si après chaque fois que vous prenez un café, un déjeuner avec quelqu'un, vous repartez avec 2 contacts, naturellement votre, voilà, vos cercles vont s'élargir assez rapidement. Donc c'est vraiment tout ça, vraiment chercher aussi à voir, voilà, qui peut vous connecter avec qui, avec quelle personne dont vous avez besoin ou envie d'entrer, en contact. Et j'aime bien faire le rappel avec nos amis juristes. Moi, je donne souvent comme conseil aux juristes, quand vous avez fini une négociation contractuelle dans votre société, pour votre société, eh bien, proposez au juriste avec qui vous avez négocié. De toute façon, c'est terminé, c'est plus de votre, c'est plus chez vous, c'est chez les opérationnels maintenant. S'il veut prendre un café ou se rencontrer ou etc. Et de cette manière, développer, voilà, de manière très simple, votre réseau. Il suffit de dire, eh ben, c'était sympa cette négo, ce serait sympa de prendre un café à l'occasion. Moi, je l'ai fait ça toutes mes années chez Yahoo. Je tiens aussi à rebondir sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure, c'est que le réseau, c'est beaucoup plus simple de le faire quand on est en poste que quand on n'est pas en poste. Donc, quand on est en poste, de dire, vous êtes directrice juridique de Carrefour ou que sais-je, ça serait sympa de prendre un café pour se connaître. C'est beaucoup plus simple que quand ça fait 18 mois que vous avez Looking for Work sur LinkedIn. C'est plus compliqué, donc vraiment en profiter. Et moi, j'avais un autre conseil pour nos amis juristes, donner à mes équipes dans leurs KPIs, donc dans leurs objectifs, ils avaient d'avoir chaque mois rencontré au moins une personne qu'ils ne connaissaient pas. Donc j'avais donné un truc faible, on est très loin de 3 personnes par semaine, ou ce genre de... Mais rien que déjà pour inciter, je voulais savoir qui ils avaient rencontré, qu'ils ne connaissaient pas, pour développer, voilà, se forcer un peu, parce qu'au début, c'est pas forcément naturel, surtout chez les Français. Et voilà, et donc c'est des petits trucs que je vous donne comme ça, voilà, pour les C'est une juristes. très bonne pratique, Pierre. Et pour rebondir sur ce que tu viens de dire, quand justement, quand on contacte, on sollicite le juriste avec qui on était en négociation commerciale, ensuite on prend un café ensemble, toujours lui demander comment est-ce que je peux t'aider. Et c'est justement le moyen de renvoyer l'appareil et de voir voilà, de quoi tu as besoin toi, qu'est-ce que je peux t'apporter, comment est-ce que je peux t'aider. On le dit jamais, mais c'est une phrase magique. Et vous serez surpris parce que les personnes vont peut-être vous demander, ou en tout cas, ça vous met dans une posture où voilà, vous partagez, vous donnez en premier, et ensuite, ce sera aussi beaucoup plus facile de solliciter à votre tour. Et en faire une priorité. Tu l'as bien dit, voilà, tu avais l'objectif d'une personne par mois. Mais bien sûr, si on n'en fait pas une priorité, si on ne fait pas de la place pour ça dans son agenda, on ne prendra jamais le temps. L'humain a besoin qu'on s'intéresse à lui. Moi, j'ai toujours entendu ça et en coaching, évidemment, on en parle beaucoup. Donc, c'est exactement ce que tu dis, Célia. C'est qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Donc, on s'intéresse déjà à l'autre avant de penser à soi. Et c'est une belle façon de rentrer en matière dans le réseau. Alors, petite question sur un réseau qu'on connaît tous, LinkedIn.
qui est devenu évidemment un incontournable. Comment on développe vraiment son réseau sur la plateforme, Célia, sans se perdre ou sans se forcer, parce qu'apparemment tu as plein de tips que nos auditeurs vont être ravis de découvrir. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur ce réseau? Alors LinkedIn, j'imagine que tout le monde est dessus. Hem, la première bonne pratique sur LinkedIn, ce serait d'être sincère, être sincère dans sa démarche et puis, pour rentrer en contact avec des personnes qu'on ne connaît pas, c'est voilà, commenter, sous des posts, quand il y a un article, enfin quelque chose, un post qui nous intéresse. Voilà, développer aussi et vraiment ne pas hésiter à interagir, à rebondir et ensuite c'est beaucoup plus facile. Moi je le fais, je commente un post et puis après je vais contacter la personne derrière, mais en ayant une demande très précise. C'est pas juste, est-ce qu'on peut prendre un café ensemble ou est-ce qu'on peut entrer en connexion? Enfin, si les gens ne vous connaissent pas et que vous n'êtes pas introduit par quelqu'un, la probabilité que la personne vous réponde est quand même beaucoup plus faible. Alors, si vous êtes introduit par quelqu'un, je crois que la probabilité, c'est 9 sur 10 que la personne vous réponde. Mais ensuite, si vous contactez quelqu'un qui ne vous connaît pas, bah, soyez précis dans votre demande. Voilà, j'ai vu votre dernier post. Moi aussi, je suis très intéressée par le sujet de comment créer un agent IA pour automatiser ses NDA ou ce qu'on veut. J'ai vu que vous avez mis ça en place. Est-ce que vous auriez 15 minutes à m'accorder pour en discuter? Enfin, à partir du moment où la personne sait qu'elle va pouvoir répondre à votre demande, elle est beaucoup plus à même, du coup, de répondre et vous restez pas frustré de se dire, bah voilà, je développe mon réseau, mais personne ne me répond. Donc vraiment être très précis dans sa demande et tu le disais tout à l'heure, Linda, enfin, les gens adorent parler d'eux aussi, donc les inviter à parler, à s'intéresser à eux, quand c'est quelque chose, voilà, un conseil, une pratique qu'ils peuvent vous partager, ils le feront toujours avec beaucoup de plaisir. Parfait. Merci. Merci beaucoup Célia et sans pression aucune, je crois qu'il est temps de passer à la chronique de Pierre. Absolument. Let's go. We do. Alors, avec tous les soucis qu'on a eus aujourd'hui, ma chronique tombe à pic, puisque je vais vous parler de travailler sous pression. Et avouons-le, la pression, eh bien, c'est notre quotidien, hein. La deadline qui tombe le vendredi soir, la due diligence à rendre pour hier, le manager qui panique et fait donc paniquer toute l'équipe. La pression, c'est une réalité du monde des juristes. Et la pression, en fait, c'est pas le problème en soi, c'est plutôt comment on la gère. Parce que si vous la domptez, cette pression, ben, ça va être un moteur extraordinaire pour avancer. En revanche, si la pression, elle vous submerge, là, c'est direction, sans passer par la case départ, le burn-out, direction burn-out assuré. Les baromètres, d'ailleurs, récents qui existent, ont pu montrer une hausse nette des troubles psychiques liés au travail, ce qui engendre énormément d'arrêts, etc. Donc, c'est pas vraiment une mode, il y a vraiment une problématique de burn-out et de gens qui croulent sous la pression. Alors, comment est-ce qu'on peut travailler sous pression? Eh bien, je vais vous donner quelques trucs qui, j'espère, vous seront utiles. Alors, la première chose à faire, et ça, Lindia pourrait en parler, puisque c'est un des piliers, il me semble, de la ProcessCom, c'est le travail sous stress. Donc, c'est d'être capable de reconnaître quels sont les réflexes qui s'activent quand la pression monte. Certains d'entre nous vont se figer, d'autres vont devenir agressifs, certains autres encore vont faire du micromanagement. Bref, il y a plein de comportements. Alors, on va se concentrer sur quelques tips pour essayer de corriger tout ça. Donc déjà, eh bien, il faut arrêter de filtrer. C'est-à-dire que vous vous souvenez de ce qu'on a dit sur l'écoute active, l'écoute attentive. Eh bien, sous pression, vous avez tendance à ne retenir que ce qui est pertinent à vos yeux pour confirmer votre point de vue ou à la limite vous dédouaner. Et vous voyez la situation avec vos lunettes, ce que j'appelle vos lunettes de couleur, qui font que, vous allez de toute façon voir la situation en orange. Et donc, du coup, alors qu'elle est parfaitement jaune ou rose, mais vous allez la voir en orange parce que vous filtrez avec votre vécu. Et donc, il faut, pour éviter arriver à sortir de cela et de voir la situation que d'une certaine manière, eh bien, il faut comprendre ce qui vous stresse. Est-ce que c'est le volume de travail, l'enjeu du dossier, l'objectif qui n'est pas clair? Mais déjà, d'identifier ce qui vous stresse, c'est déjà le déclencheur pour trouver comment on va désamorcer la bombe qui s'apprête à exploser. Et donc, une fois que vous avez identifié d'où vient le problème, ce qui est en train de vous stresser, eh bien, du coup, vous allez maintenant vous dire, OK, ce n'est pas un problème, c'est un défi, et on va corriger ce défi, on va arriver à le vaincre. Parce qu'en fait, votre cerveau va réagir
bien mieux face à un défi qu'à une menace. Et donc, lorsque vous allez vous dire, non, en fait, ce que j'ai face à moi, c'est un volume de travail, mais c'est super excitant, c'est un défi, je vais trouver comment réaliser tout ça, je vais mettre en place la merveilleuse méthodologie que j'ai entendu parler dans Club Sandwich de Drive, Ditch, Delegate, les 3D, je vais mettre en place ce qu'il faut, et bien soudainement, on n'est plus submergé par le problème, mais ça devient un défi et on s'apprête à l'attaquer. Et du coup, ça permet eh bien, de passer de ces lunettes orange à ces lunettes roses et de voir la situation d'une autre manière. Le deuxième truc que je vais vous donner, c'est d'utiliser des outils très concrets, très rapides. Alors, il y a le time blocking que vous connaissez tous, c'est-à-dire au lieu de travailler sur tout à la fois, eh bien, bloquer des plages dans votre agenda, un petit peu le temps calme, comme on parle, comme on dit aux enfants, mais sauf que là, c'est pour vous autoriser des tâches spécifiques, 1 heure pour les mails ou 2 heures pour un dossier urgent qui demande de la réflexion, et arrêter de multitasker, c'est complètement inefficace, donc gardez ce temps. Ou, bon, il y a bien évidemment, l'India, que je cite encore, on a parlé par le passé, il y a l'exercice de respiration, c'est simple, mais ça marche. Quand vous êtes sous stress, sous tension, eh bien, forcez-vous à vous arrêter, fermez les yeux, 5 grandes respirations, ça coupe court à l'anxiété et ça va éviter la petite crise cardiaque ou le cœur qui bat la chamade. Et puis, il y a aussi le fameux apprendre à dire non. Alors, vous savez que normalement, je dis, on ne dit jamais non. Mais dans certains cas, il peut être utile de dire non ou plus exactement oui, mais. C'est-à-dire fixer des limites claires. Si votre N+1 vous donne un dossier de plus et que vous êtes déjà au bord de la rupture, ne dites pas juste oui, ok, great, amazing, love you. Non, dites plutôt je peux prendre ce dossier, mais pour le livrer à temps, il va falloir que je décale le dossier Y. Quel est le plus prioritaire pour toi? Du coup, vous posez des limites, vous montrez que vous êtes un partenaire stratégique, vous êtes d'accord pour faire les trucs, mais quand même qu'il y a des limites. Troisième cas de figure, et là on va rentrer dans mon côté leadership wizard. Pour ceux qui me suivent sur mes visios, vous savez que j'adore les analogies pop culture. Donc je vais vous parler de la méthode du Doctor Strange. Vous savez que dans Doctor Strange, dans Avengers Infinity War, il visualise 14 millions de futurs possibles. Et il est tout le temps en train de réfléchir à toutes les options qui peuvent se passer. Donc, lorsque vous êtes sur un closing ou un contentieux et qu'il peut se passer plein de choses, au lieu d'arriver à la conclusion du type on est lundi matin, le projet a déjà pris du retard, pourquoi? Au lieu d'arriver comme ça à cette conclusion, anticipez les obstacles. Dites-vous plutôt alors, donc, on est lundi matin, qu'est-ce qui pourrait bien pouvoir se passer? Le serveur qui plante, le N+1 qui va être absent pour la signature, le client qui change d'avis, l'imprimante qui ne marche pas, le Finder, comme c'est mon cas aujourd'hui, qui me joue des tours sur l'ordinateur. Bref, envisagez tout et prévoyez immédiatement le plan B au cas où certains de ces éléments se produiraient. Donc, comme les 14 millions de possibilités du Doctor Strange, pensez au plan B parce que ça tue l'incertitude qui est la source numéro 1 de la pression. Après, il y a le stoïcisme. Alors ça, c'est magique. On se laisse trop souvent bouffer par les éléments qu'on ne contrôle pas. L'humeur, encore une fois, de votre N+1, la stratégie de la partie adverse qui change constamment, les délais de l'administration. Bref, et là, encore une référence pop culture, je vais vous renvoyer au film Le Pont des Espions. Et je regardais encore, quand je préparais cette chronique ce matin, la séquence. Tom Hanks demande à son client, un espion qui s'appelle Rudolph Abel dans le film, s'il n'est pas inquiet alors qu'il risque la chaise électrique. Et ce dernier répond calmement à Tom Hanks dans le film, Would it help? Est-ce que ça aiderait? Et en fait, posez-vous cette question quand la pression monte sur un sujet qui est hors de votre contrôle. Est-ce que m'inquiéter va vraiment changer l'issue du dossier? Probablement pas. Donc, dans ce cas-là, redirigez votre énergie uniquement sur la stratégie que vous aviez en place, les écrits que vous aviez faits, les choses certaines que vous pouvez contrôler. En gros, comme je le dis très souvent, control the controllables, c'est le stoïcisme appliqué au monde juridique. Et enfin, mon dernier conseil, parce que je vois mes camarades agiter les montres, quand vous avez le nez dans le guidon, tout semble vital. Tout semble être au même niveau de stress ou d'importance. Eh bien, pour retrouver de la lucidité, là, je vous recommande d'appliquer une méthode popularisée par une autrice américaine qui s'appelle Susie Welch, qui a un livre qui s'appelle 10-10-10, 10-10-10, et qui est consacré à l'art de mieux décider en évaluant l'impact de ses choix, mais ce même choix dans 10 minutes, dans 10 mois ou dans 10 ans.
Donc, face à cette urgence qui vous tord l'estomac, demandez-vous quelles vont être les conséquences de la décision que je m'apprête à prendre dans 10 minutes, dans 10 mois ou dans 10 ans. Et souvent, ce qui génère une pression énorme aujourd'hui sera une anecdote à la machine à café dans 10 mois, voire quelque chose que vous aurez complètement oublié dans 10 ans. Ça permet, là encore, et vous l'avez compris, c'est un petit peu le thème de ma chronique, de désamorcer le drame et de prioriser ce qui compte vraiment. Donc la pression, en fait, pour moi, ça peut être un moteur si elle est bien gérée. Il faut juste rester stratège et ne pas se laisser déborder comme par un tsunami, par l'urgence qui est face à vous. Merci beaucoup, Pierre. Encore une chronique pleine de bon sens et de bons tips comme on les aime au Legal Club Sandwich. Donc, merci beaucoup à vous deux. Et on va revenir à Célia, notre invitée, si tu as encore un petit peu de temps pour quelques questions, parce qu'on est un peu bavard, même si on essaie de voir un discours impactant, du coup, comme Lydia nous a conseillé de l'avoir tout à l'heure. Moi, j'avais une question à te poser, Célia. On s'était quitté avant la chronique de Pierre avec Lydia qui te posait la question sur LinkedIn. Maintenant, quand on est en présentiel, quand on a des vraies personnes physiquement en face de nous, est-ce qu'il y a une manière, des conseils que tu pourrais donner pour vraiment créer du lien de manière naturelle et pas arriver avec les pieds dans le plat et un gros manque de naturel comme parfois on peut le voir et c'est pas toujours évident de faire ça. Oui, bien sûr. Alors c'est plus facile quand on arrive dans des petits groupes, mais si on imagine un événement de networking avec des centaines de personnes, on ne sait pas à qui aller parler, c'est toujours assez intimidant, hein, même pour des personnes qui sont rodées à l'exercice. Un conseil tout simple, c'est d'arriver tôt. Si vous êtes le premier à arriver à l'événement, si vous arrivez en avance, la deuxième personne qui arrive va spontanément venir pour vous parler, la troisième personne va se greffer à votre groupe et ainsi de suite. Et c'est pas vous qui devez faire la démarche d'aller entrer dans un groupe qui est déjà en conversation et d'essayer de vous immiscer dans la conversation de façon subtile et jamais très facile. Un très bon Donc ça, c'est un conseil premier déjà, conseil. merci. Et après, sinon, d'y aller avec un buddy, c'est aussi un bon moyen du coup d'entretenir votre réseau, de proposer à un de vos contacts de venir avec vous à un événement, parce que si vous êtes intéressé sincèrement à la personne, vous savez quel type d'événement peut l'intéresser ou quel domaine elle aimerait suivre. Et du coup, voilà, y aller à deux, c'est toujours plus facile. Après, bon, ne pas rester à deux dans toute la soirée, sinon ça sert pas à grand chose. Mais c'est plus facile pour aller aborder d'autres personnes que d'arriver tout seul dans un grand événement, un grand cercle de personnes. Ok. J'ai une petite remarque là-dessus, justement, ça rejoint un peu ce que nous on dit quand on fait nos réunions avec les flitteurs, comme on les appelle avec Pierre. Déjà, arriver à l'heure, ça c'est vrai, c'est bien, mais aussi de venir tout court, ça c'est bien aussi, mais aussi de venir, en effet, de retrouver leurs binômes. Nous, on a un système de parrainage aussi, où du coup, on met en relation les nouveaux avec des anciens, comme ça, ils peuvent venir à deux et se retrouver lors des petits déjeuners networking. Mais une fois qu'ils sont là, souvent on leur dit justement, quand on va sur la partie networking, surtout ne restez pas avec les gens que vous connaissez. Parce que vous êtes là aussi pour voir d'autres gens, élargir vos périmètres et des champs des possibles en termes de conversation. Donc on fait vraiment attention à ça. Alors on ne fait pas la police non plus, voilà, on ne vérifie pas chaque binôme ou chaque trio. Mais on leur dit en tout cas vraiment d'avoir cet état d'esprit, d'aller vers les gens et d'aller à la rencontre de nouvelles personnes, parce que c'est aussi le but du réseau des Surtout que conférences. Ouais. certaines fois, ils arrivent à 4 ou 5 de la même C'est vrai. société et on les voit en train de prendre en rond, en plus, donc c'est ultra fermé, tu vois, le message que tu envoies, en rond, le café à 4-5 de la même équipe. Et je suis là, mais enfin, c'est absurde. Pourquoi est-ce que vous venez? C'est complètement absurde si vous restez entre vous. Donc, avec Audrey et moi, on break. Parce que c'est un autre peut-être conseil qu'on peut donner, Célia, si tu es d'accord, si c'est un événement organisé et qu'il y a des organisateurs de l'événement, dans l'occurrence Fleet Network, c'est Audrey et moi. Moi, je prends des gens, je les vois tout seuls, je leur dis, bah voilà, je le prends par la main, je dis, je regarde son nom, Célia, est-ce que tu connais Olivier? Olivier, Célia, allez hop, clac, et parler. Et une autre chose qu'on fait aussi, et ça c'est plutôt pour les organisateurs d'événements de networking, c'est on fait lever la main aux gens qui travaillent dans des domaines similaires. Donc, on dit qui travaille dans les prop tech, qui travaille dans un site marchand, qui travaille, voilà. Et du coup, il se lève la main, je dis, bah, regardez-vous, vous avez déjà a priori des points en commun. Donc ça, on l'a aussi fait pas mal de fois pour aider. Mais bon, there's so much qu'on peut faire nous-mêmes. Après, il faut évidemment faire ce que tu dis, Célia, c'est essayer d'arriver tôt, prendre son courage à deux mains, y aller. Voilà.
Un très bon point aussi en tant qu'organisatrice chez Comet, il y a un exercice qu'on aime, enfin un exercice, un challenge qu'on aime bien proposer à des soirées, c'est de se dire, bah voilà, parler à 3 personnes que vous ne connaissez pas. Et c'est un peu du coup un bon challenge à se, à se fixer aussi individuellement. Voilà, à chaque fois qu'on va à un événement, repartir avec, après avoir parlé à 3 personnes qu'on ne connaissait pas auparavant, qui Alors, elles-mêmes vont vous donner 2 contacts ensuite. Et là, vous démultipliez beaucoup plus rapidement. alors justement, pour poursuivre sur ces tips, euh, dans le réseau Comet, Célia, est-ce que tu as pu discerner une différence entre les différentes fonctions des uns et des autres? Est-ce que les juristes sont plus à même? Ça fera très plaisir à Pierre si je dis ça, même si je pense être loin de la vérité, mais est-ce que les juristes sont plus à même de mieux réseauter? Est-ce que c'est plutôt les fonctions de dirigeants? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu euh, On en parlait avec Audrey et justement, alors, chez Comet, il y a des personnes de différentes expertises métiers. Je vois vraiment pas de différence, d'un métier à l'autre. En tout cas, les juristes sont pas ni les plus mal lotis, ni les mieux lotis. C'est plutôt, je dirais, quand on arrive à un certain niveau de seniorité, on prend conscience de l'importance du réseau, quand on l'a pas fait auparavant et on réalise que voilà, en arrivant à un certain niveau de poste, on ne peut plus faire l'impasse sur le réseau, et que ça veut dire en faire une priorité dans son agenda. Et des fois, voilà, bah, on le réalise un peu tardivement, mais non, je vois pas de différence significative entre les réseaux. C'est juste que des fois, bah, voilà, on commence dans la vie active, on n'y prend pas trop goût ni le temps, et ensuite, on comprend que c'est un incontournable. Et alors, petite question, parce que dans l'oreillette, Audrey me dit, fais vite l'India. Ça fait 5 ans que Comet existe. Est-ce que tu as des retours auxquels tu ne t'attendais pas depuis 5 ans? Qu'est-ce que tu tires de toute cette expérience des 5 années précédentes? Waouh, Ouais, énormément de choses. j'imagine. Moi, mon carburant, c'est de voir, l'impact qu'on a, sur les membres, mais qu'elles-mêmes, elles ont entre elles. Au sein de ces boards, justement, elles réalisent à quel point elles viennent pour se nourrir, pour se développer, pour continuer à avancer dans leur carrière, mais elles réalisent aussi à quel point elles peuvent, elles, apporter de la valeur aux autres membres, à la fois directement aux autres membres du board, mais aussi du coup à leurs équipes, et puis du coup plus largement à leur direction, et puis faire bouger du coup toute leur entreprise, à la fois la leur et celle des autres membres du board. Et ça, je trouve ça d'une puissance incroyable, et ça donne aussi beaucoup de confiance en soi quand on réalise tout ce que nous, toute la valeur qu'on peut apporter aux autres. Donc ça, c'est mon carburant. Pas mal, c'est pas mal comme carburant. Et, Merci, Célia. et Célia, justement, donc tu l'as dit, hein, c'est un réseau de femmes. Alors le réseau, bah, c'est pas que pour les femmes ou que pour les hommes, mais tu as créé un réseau de femmes justement que tu ne trouvais pas quand tu es rentrée des États-Unis, hein, si du coup je ne me trompe pas. Qu'est-ce que ça change selon toi que ce soit un réseau de femmes? Est-ce qu'il y a des particularités justement dans les échanges, dans la dynamique des interactions? Moi, ce que je vois, c'est que les personnes osent beaucoup plus se montrer, je dirais vulnérables. En tout cas, faire tomber les masques plus facilement, peut-être parce qu'il y a pas de peur du jugement, qu'elles ont moins besoin de se justifier. Enfin, assez naturellement, les liens se font. Nous, on est aussi là pour poser le cadre, et le cadre Comet, c'est le cadre de l'authenticité, qui autorise aussi, du coup, cette vulnérabilité. Et moi, ce que je vois souvent, c'est que c'est bien souvent, pour un certain nombre d'entre elles, c'est aussi une vraie première expérience de la sororité, dans une vraie entraide professionnelle entre femmes leaders, et elles s'aperçoivent de toute la puissance que ça a, et de ce que ça peut leur apporter, et de ce qu'elles-mêmes peuvent apporter aux autres. Merci. Et peut-être une dernière question, Audrey, si tu m'y Allez, autorises. vas-y Lindia, la dernière. À tous les âges, j'imagine, Célia, où ça commence à quel âge, ça va jusqu'à quel âge? Qu'est-ce que tu pourrais nous Alors, les membres de la communauté ont au moins, une dizaine d'années d'expérience professionnelle derrière dire? elles et plus. Toujours dans cet état d'esprit de partage. Je suis là pour, bah, partager mon expérience avec les autres et profiter de la leur en retour. Donc ça nécessite d'avoir, voilà, quelques années de bouteille. Et puis des personnes qui sont sur des postes à responsabilité. Voilà, d'une entreprise à l'autre, le titre ne veut pas du tout dire la même chose, et qui ont envie de continuer à avancer, à progresser dans leur carrière, et qui croient en l'intelligence collective pour le faire. Alors, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Comet en 2026?
En 2026, d'accompagner, toujours plus de femmes. Nous, on s'inscrit notamment dans le contexte de la loi Rixin qui va imposer, 30 de femmes dans les CODIR, dans les COMEX des grandes entreprises, sont des entreprises de plus de 1 000 salariés. Et aujourd'hui, il y a un certain nombre de femmes qui vont peut-être être, propulsées un peu rapidement parce que les entreprises n'avaient pas suffisamment développé tout leur talent tout leur vivier de talent féminin. Et donc c'est faire en sorte, que ces femmes, elles soient bien accompagnées, qu'elles aient tout le support système dont elles ont besoin, pour réussir pleinement dans leurs fonctions et puis continuer à progresser. Bon, alors, ce sera une année où on va parler beaucoup des femmes, puisque c'est la même chose pour les municipales, figurez-vous. Les maires cherchent des femmes. Et oui, il faut la parité dans les conseils municipaux. Il va peut-être falloir proposer aux femmes chez Comet de s'inscrire sur les listes électorales. Ça Lydia, si peut tu être pouvais un bon aller sur sujet. les listes électorales de Paris, ça serait bien. Non, ça, je ne ferai pas ça, Pierre. Je suis désolée de te décevoir, mais non, Ah, j'ai d'autres projets. bon, ok, tant pis. Merci beaucoup en tout cas Célia pour cette interview riche, pleine de bon sens, de tips comme on les aime et surtout, nous ce qu'on adore c'est en effet encourager les gens à se rencontrer, à se parler entre eux avec beaucoup de naturel et surtout ne pas avoir peur en fait de réseauter s'il y a un message aussi que je voulais faire passer. Je pense qu'elle est très très claire et merci pour ton tour d'expérience et pour tout ce que tu fais pour ce beau réseau que tu as monté avec Comet. C'était un plaisir de t'avoir avec nous. Merci beaucoup. Avec grand Merci, plaisir. Célia. Et voilà, le C'était réseau, c'est des super. connexions humaines, donc connectez, intéressez-vous sincèrement aux personnes et puis, créez ces relations de confiance et cette confiance, elle s'installe dans le temps. Donc commencez tout de suite, commencez quand vous êtes en poste. Très bon Génial. conseil, on va finir là-dessus. Merci beaucoup et on vous dit à très bientôt pour une prochaine émission du Lega Club Sandwich. À Merci, bientôt! au revoir, à Merci à vous. bientôt, générique. See the man who won't stay, fear me you, getting all the piece of pie for your wife. Everybody wanna know how it feels. Everybody wanna see what it's like.